Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de notre série exclusive de 13 webinaires intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Fabio Monté que nous accueillons. Bonjour et merci d'être avec nous Fabio. Bonjour Margot, bonjour à tout le monde. Alors Fabio, tu es COO, Chief Operational Officer de Coca et cofondateur de Squall, qui est une solution de e-commerce qui a été créée par Coca. Alors Coca, c'est l'un des plus gros acteurs du marché suisse de l'e-commerce qui a été fondé par Pascal Meyer en 2005. Et votre slogan, c'est « On fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi ». En gros, vous vous décarcassez, le terme que vous utilisez, chaque jour pour trouver les meilleurs bons plans, du pommeau de douche LED au week-end romantique dans un 5 étoiles. Le but, c'est que chaque vente ne dépasse pas plus de 24 heures. Et donc, toutes les 24 heures, la vente se renouvelle. Vous avez même décliné le concept sur plusieurs thématiques. Il y a Q-Sport, Cooking, Kids, Q-Wine, Q-Beer. Et plus récemment, vous avez créé la plateforme Direct, avec un Q comme Coca, une plateforme de soutien unique pour les petits commerçants locaux pendant la crise. C'est une initiative assez intéressante. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas Coca, vous avez même vendu des Rolex, Porsche et Tesla à moitié prix. Alors, c'est assez incroyable comme entreprise. Votre communauté est de 600 000 caucasiennes et caucasiens. C'est comme ça que vous appelez vos clients. Et vous êtes une centaine de loutres. Donc, les loutres, ce sont les collaborateurs Coca, répartis sur 4 sites, Suisse, Italie et puis en France aussi. Et à la place de manager, vous avez des sauces. Donc, peut-être que tu étairas un peu le propos tout à l'heure. Côté holacratie, vous avez envoyé 3 personnes en formation de praticien à Paris en octobre dernier et vous avez décidé de vous lancer dans une démarche de transformation. Donc, je spécifie que l'holacratie n'est pas encore en place chez Coca, mais on est en discussion pour définir la démarche de transformation qui a été un peu perturbée avec le Covid-19 puisqu'on n'est pas autorisé à aller en Suisse malheureusement. Exact. Alors, je vais d'abord te poser quelques questions Ouais. et puis ensuite, on passera aux questions des participants. Les participants, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant ou un peu plus tard. Alors, première question générale pour avoir un petit peu le contexte de votre activité. Quel est l'impact du Covid sur votre activité et notamment côté loutre, côté collaborateur? Est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui continuent à travailler dans vos locaux puisque vous livrez quand même les produits à vos clients? Est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre dans un dispositif de chômage partiel ou en tout cas similaire? Merci Margot pour l'introduction. Si tu veux, nous, on est un peu les chanceux pour le moment. C'est clair que le e-commerce continue partout. Je pense un peu le débat aussi que le e-commerce vit par rapport au magasin classique. Au début, en fait, on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé. Parce que même si, oui, le e-commerce continuait, à un moment donné, surtout la Poste en Suisse, comme la Poste est très, très soutenue par l'État, il y avait des directives qui pouvaient dire que la Poste ne livrerait que des produits de nécessité et pas forcément des produits plaisir et autres. Et c'est clair que nous, on a préparé pas mal de scénarios dès le début, savoir si on pouvait continuer, savoir si on pouvait continuer à faire ce qu'on a fait. On a beaucoup, beaucoup évolué nos produits, parce que ceux qui ne connaissent pas, en fait, on fait de la vente événementielle, donc on n'est pas un catalogue. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on a un produit différent sur nos différents verticales cooking. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup revu notre choix. Déjà parce que, voilà, par exemple, on avait des valises à vendre, ça ne fait pas de sens durant cette période. Mais par contre, on a aussi reçu beaucoup de marques avec qui on est en contact, qui se retrouvaient du jour au lendemain avec des produits. Et du coup, on a pu aussi les aider à vendre, à écouler du stock. On a même aidé des garden centers à vendre parce que les garden centers étaient fermés. Donc tout ce qui était un petit peu jardinage. Donc, on a même vendu des produits de jardin alors qu'on n'a jamais fait de ce côté-là. Donc, on a beaucoup adapté le planning. Donc, tout ça, grâce à ça, nous, on n'a pas dû utiliser le chômage partiel. On a préparé des scénarios au début pour être transparent, parce qu'à un moment donné, si on devait fermer, on devait fermer. D'un point de vue staff, il y a eu des gros impacts parce on internalise quasiment tout chez nous, même la logistique. Et c'est clair, la logistique, tu ne peux pas le faire en mode télétravail. Donc, en fait, on a une équipe de 25 qui bosse. Et dès le début, en fait, on a créé 2 zones, on les a séparées en 2. On a donné les mêmes outils aux 2 équipes et puis elles ne se voyaient pas, elles ne se voient toujours pas. Et le but, c'était vraiment de mettre dans des conditions plus agréables, ça veut dire avec moins de personnes au mètre carré, de pouvoir aussi, dans un cas où il y a un virus qui
qui atteint des collaborateurs de pouvoir mettre l'équipe en quarantaine ou de pouvoir travailler avec l'autre équipe. On a même préparé une équipe en backup avec des externes. Donc, on a vraiment beaucoup focalisé sur la logistique. On a fait venir des sociétés de nettoyage tous les jours pour désinfecter. Bref, on a dû mettre pas mal de trucs. Et tout le reste est en mode télétravail. Donc, c'est clair que, étant dans du web, étant dans tout ce qui est outils informatiques, tous nos outils sont vraiment sur le cloud quasiment. Et on a déjà des méthodes de travail avec Slack et tous ces outils-là de communication. Donc, on a pu facilement débrancher l'ordi au boulot, prendre l'écran des fois, parce que c'est plus agréable de travailler avec un écran. Et du jour au lendemain, quasiment tout le monde a travaillé depuis la maison. On a commencé assez tôt à faire travailler les gens au bureau, à la maison, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. Et dès le début, on nous disait de ne pas trop utiliser les transports publics. Et du coup, on poussait déjà très tôt à dire aux gens, déplacez-vous le moins possible, restez plutôt chez vous. Et du coup, petit à petit, on a commencé à mettre les gens à la maison. Donc aujourd'hui, tout le monde est encore à la maison. Par rapport à la France, nous, on peut voyager, on peut se déplacer. Donc, on a gardé les bureaux ouverts, mais on met une limite de 5 personnes parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler à la maison à cause des enfants, à cause de c'est trop petit. Donc, on a laissé quand même la possibilité aux gens de venir au travail, mais avec des limitations très précises. Merci pour ce contexte. Du coup, en tant que dirigeant, et puis peut-être que tu pourras parler de Pascal, je ne sais pas quel est votre fonctionnement Ouais. mais quelle a été votre première réaction face à la crise? Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place immédiatement pour sécuriser vos collaborateurs et puis assurer la pérennité de l'entreprise? Donc, comme tu disais, en fait, c'est clair que Coca, on n'est pas très organisé. Donc, même si j'ai un titre de COO, c'est très ouvert chez Coca. Donc, on est une structure très plate, même si on est 120. D'où la réflexion de l'holacratie pour évoluer, parce qu'on voit très bien notre limitation aujourd'hui. Donc, on est 4 sauces, entre guillemets, qui coordonnent un petit peu l'ensemble de Coca. Donc, Pascal, qui est un peu très créatif. Moi, je suis plutôt la personne qui est plutôt sur terre et qui essaie de déployer. Donc, c'est vrai que c'est clair, j'ai pris pas mal le lead sur la partie organisation, de la mise en place de qu'est-ce qui se passe maintenant. Et c'est vrai qu'en Suisse, on en a réagi assez vite parce que vite, il y a eu beaucoup de discussions. Et on sentait que pour les collaborateurs, c'était vraiment le sujet qui prenait toutes les pauses, café. Il y avait beaucoup de blabla politique. Il y avait beaucoup d'arrogance de la part des Suisses parce que c'est comme si le virus ne passait pas les montagnes. Donc, à un moment donné, c'était oui, non, oui, non. Il y avait beaucoup de blabla. Donc, on a vite réalisé qu'il fallait prendre, en fait, il fallait communiquer avec les collaborateurs, donner un maximum d'infos et puis dire notre positionnement par rapport au virus et comment on continue, dans quelles conditions. Donc, on a essayé de rapidement communiquer. On devait avoir un événement, en fait, rapidement en mars et on l'a annulé assez vite. Ça a créé une onde de choc chez les gens et tout de suite, ça a mis de OK, le virus est sérieux, il y aura des conséquences sur le moyen long terme, donc il faut qu'on prenne un peu les devants. Donc, on a essayé de communiquer dès le début pour éviter les discussions, les craintes. On a réalisé que les gens ne réagissent pas de la même manière. Il y en a qui n'ont pas peur du tout. Il y en a qui ont très peur parce qu'ils ont des personnes. Voilà. Puis c'est vite on s'est vite senti responsable parce qu'on a quand même réalisé qu'il y avait beaucoup de gens chez nous. On est tous jeunes, relativement jeunes, mais tout le monde a des parents, des grands-parents. Donc on s'est vite senti responsable aussi de pas forcément vis-à-vis de nos collaborateurs, mais que ces collaborateurs pourraient ramener le virus chez eux. Donc c'est là où on a rapidement dit OK, il faut qu'on prenne sérieusement. Au début, on a mis des produits pour désinfecter, on a commencé rapidement à nettoyer. On a vu qu'il fallait rapidement aller à la maison. Et la chance qu'on a, c'est qu'on pouvait le faire de manière très rapide. Merci Ensuite, alors. ouais, Ouais, pardon, excuse-moi. vas-y. Puis après, par rapport à un dirigeant, c'est clair qu'on a Ouais. mis des scénarios en place. On a décidé, OK, bah, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cash? Est-ce qu'on a assez de cash pour tenir les prochains mois? Si vraiment on a un scénario catastrophe, qu'on doit s'arrêter. Et puis après, on a regardé aussi pour le chômage partiel. On s'est dit peut-être qu'il y aurait du chômage partiel. Donc, on a préparé différents scénarios pour voir si les 2-3 mois qui suivaient, on pouvait continuer. Merci. Alors, sur la partie télétravail, comment est-ce que vous avez géré vos collaborateurs en télétravail? Est-ce que c'est déjà une pratique chez Coca, le télétravail? Et puis, en termes de management, comment vous avez fait pour garder l'alignement sur les priorités et puis la motivation? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très à plat, on est très par département. Il y a quand même des coordinateurs de département, des leaders de département. On a beaucoup de personnes seniors chez nous, ça c'est une chance aussi. On a vite vu qu'il y avait des décisions à prendre. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on était confinés, on a créé une task force. Quand on avait une task force, au début, bien sûr, c'est les sauces, mais on a aussi inclus des gens qui nous paraissent les leaders et qui surtout arrivent à communiquer après envers les autres teams les décisions qui sont prises. Et puis, il fallait prendre des décisions et également travailler sur la suite. Donc, on a créé cette task force qui on se voyait tous les matins et tous les soirs.
C'est un petit peu, voilà, c'est un peu, on l'a un peu créé comme ça, comme un pôle dans une organisation de holacratie. Et le but, c'était vraiment de prendre des décisions là, de partager, de remonter aussi les éléments qui venaient plus bas. Et après, eh ben, les personnes qui étaient dans les sauces, bah, elles redescendaient chez les teams les infos. On a vite vu qu'il fallait créer des meetings journaliers. Nous, chez nous, on a une méthode agile, donc on a une méthode de sprint pour tous les départements. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est organisé sur 2 semaines, puis on se voit à la fin des 2 semaines pour faire le point. Là, on a réalisé que comme tout était chamboulé, toutes les priorités étaient chamboulées, on a mis en place des points réguliers. Tous les matins, tous les départements quasiment se faisaient un petit point. On a vu que c'était nécessaire d'augmenter la cadence de ces rendez-vous pour bien sûr rediriger le business complètement dans d'autres secteurs. Comme je dis, les achats ont dû revoir complètement leur planning, décider de prendre des décisions sur des choix. On a eu des contraintes avec la poste de quotas, donc il fallait les appliquer avec la logistique. Donc on a essayé de faire des points journaliers pour prendre le pouls, prendre des décisions et avancer. Et c'est vrai qu'une force qu'on a eue aussi, c'est que bah justement, il y a ce projet direct. C'est vrai que nous, on a une communauté de presque 700 000 personnes qui est très active. Et autour de nous, on a beaucoup, beaucoup aussi de partenaires qui ont souffert de cette crise. Beaucoup de commerçants, petits commerçants, des maraîchers qu'on connaît, des restaurants. Et on a vite vu qu'il y avait très peu de réponses politiques d'un point de vue financier. Et c'est là qu'on a dit, OK, on a une communauté, rendons visible tous ces marchands sur notre plateforme. Au début, on pensait faire un catalogue. Et en fait, on a lancé récemment un pôle innovation. Donc, on est en train de tester pas mal de pôles avant de passer en holacratie. Et en fait, le pôle innovation s'est posé pendant la crise et ont développé ce projet direct, comme je l'ai mentionné au début, qui en fait ne faisait pas juste un catalogue qui montrait les marchands qui existaient, parce que c'est vrai, les gens couraient dans les grands magasins, mais tous ces commerçants étaient ouverts, il y a beaucoup de commerçants qui ont pu rester ouverts, donc on voulait les mettre en avant. Et on a pu d'une part les présenter et surtout vendre des bons. Et ça, c'est la force aussi de Pascal Meyer. Et en s'approchant d'assurances comme de grosses assurances suisses, ces assurances ont voulu aider aussi ces commerçants. Et en fait, on a réussi à pousser le projet assez loin. C'est que ce n'est pas forcément qu'un catalogue. Les gens peuvent acheter des bons. Et tous les bons qui sont achetés, bah, ces groupes comme le Groupe Mutuel et la Vaudoise, donc deux gros assureurs suisses, mettent 20% de plus pour le commerçant. Et du coup, ça a vraiment permis de dire, OK, il y a de l'argent qui est donné directement à ces marchands, allez voir ces marchés et en plus, ils sont remerciés parce qu'ils reçoivent 20% de plus. Donc, on a mis ce projet et ce projet a été assez intéressant parce qu'il a permis aussi de créer un objectif commun pour tout le monde. Parce que beaucoup de monde s'est mis dans ce projet-là, que ce soit le marketing, les acheteurs, les développements qui ont fait ça pendant une semaine, donc ils ont bossé nuit et jour. Donc, le fait d'avoir aussi un projet commun et qui avait sens, ça permet aussi de pouvoir unifier tous les collaborateurs sur un projet. Et j'ai réalisé qu'en fait, le télétravail et la distance a poussé à faire davantage, a besoin de plus de proximité. Parce que automatiquement, les gens ne réagissent pas pareil. Quand tu es parent, tu as le boulot et la famille, tu n'as pas le temps de penser à quelque chose parce qu'entre les enfants, mais tu as beaucoup de célibataires chez nous où le temps est très long et certains peuvent déprimer et tout. Donc, on a réalisé que le maximum de communication était important, même si elle paraissait débile. On a commencé à mettre des communications officielles 2 fois par semaine pour redire les choses, pour dire un peu nos prises de décision, pour dire comment va le business. On a réalisé que ça paraissait tout bête, mais c'est important pour certaines personnes. Sur 120 personnes, tu as des catégories de personnes qui ne sont pas les mêmes et certains ont besoin d'être rassurés parce que les médias diffusent tellement de choses que tu ne sais plus tellement en fait si ça va, si ça ne va pas. Et du coup, on a essayé vraiment de faire attention à cet aspect communication, donc de communiquer un maximum par département, mais aussi d'un point de vue global. On a essayé de faire aussi des social drinks par téléconférence, même si ça dure 5 minutes, tu vois les gens, ça fait un coup de clin d'œil, tu vois si la personne va bien, et ça permet un peu de ressouder un peu les teams. Donc, voilà. Ouais, c'est important, d'autant plus que voilà, vous avez une culture, il me semble, assez extravertie. Euh, les gens sont plutôt dans le fun, donc ça ne doit pas être évident à distance derrière un ordinateur de faire passer cette culture-là. Comment vous avez gardé le lien et cette culture à distance? Hum, Pascal, qui est très charismatique, on essaie de faire souvent des points. Des points, on n'a pas fait beaucoup, mais on essaie de faire des points de motivation aussi, parce que c'est vrai que le pôle qui a beaucoup bossé et qui a bossé beaucoup, parce que on n'a pas fait des fois 3, des fois 4 comme des gros distributeurs d'e-commerce, parce qu'on n'est pas un catalogue, donc les gens n'ont pas le choix. Mais on a quand même bien fonctionné. Et du coup, de la logistique, par exemple, qui est un secteur qui a travaillé dans des conditions un peu plus difficiles, avec des masques, on a mis tout en œuvre. Donc, c'est clair qu'on essaie de faire ces points pour montrer qu'on est tous soudés, même si on ne se voit pas. C'est clair, la logistique peuvent penser que ceux qui sont en mode télétravail, ils sont un peu au chaud, de montrer que malgré tout, bah, tout le monde bosse, même s'ils bossent différemment. Donc, on a essayé de créer en fait des points, voilà, des rendez-vous apéro
avec des fois on était 40, 50, 60, tu ne comprends pas grand-chose parce que c'est compliqué de gérer un Zoom avec 40, 50 personnes qui veulent parler, mais tu rigoles un petit peu, tu bois un verre. Donc on a essayé de faire ces points et vraiment aussi communiquer pour dire aux gens qu'on pense à eux, qu'on est là, on est à l'écoute aussi. On a beaucoup de parents qui étaient aussi en difficulté parce que tu as des parents qui sont séparés, donc du coup ils doivent gérer les deux. On a vu beaucoup d'entraide aussi entre les gens. On avait beaucoup de gens qui ont aidé sur d'autres aspects. Par exemple, les acheteurs sont très indépendants par shop, mais entre eux, ils se sont beaucoup aidés parce qu'il y avait beaucoup de mamans familles qui devaient gérer la maison, tout ça. Donc, on a essayé de dire aux gens, mais soyez transparents, dites quand vous avez besoin. Et c'est un peu l'élément, je pense, qui est un peu un point négatif, on en parlera après, c'est que souvent, quand tu fais un call, un Zoom, tout ça, tu parles toujours business, business, et tu oublies l'aspect moral des fois dans la discussion. Et on réalise que des fois, des gens, ils étaient dans des difficultés, fatigués, organisés, ils n'arrivaient pas à suivre, ils stressaient. Ils se sentaient même coupables de pouvoir moins bosser que les autres. Et ça, il faut essayer vraiment d'en parler ouvertement et de dire, ouais, il n'y a pas de sujet tabou. Quand tu n'arrives pas à bosser parce que tu as ta fille à la maison, voilà, on ne va pas te dire, enferme ta fille, etc. On va trouver des solutions ensemble. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est comme ça qu'on essaie de garder un peu cet esprit coca, de dire aux gens, ben voilà, même si on est loin, communiquons. Et du coup, on essaie vraiment que les gens soient toujours le plus transparents sur ce qu'ils vivaient et pas qu'ils se sentent lésés ou pas écoutés. Et c'est vrai qu'il y a des projets aussi, comme le direct, on était une dizaine dessus, tu évites le risque que les autres ne sont pas au courant du projet. Parce qu'ils ne voient pas ce que tu fais, ils voient même ils voient une news dans les médias, puis ils disent, ah, ok, ça c'est important d'essayer aussi de dire ce qui se passe, qu'est-ce que font les gens, pour essayer vraiment d'inclure tout le monde dans cette crise, quoi. Donc voilà. Oui, inclure tout le monde, communiquer et puis aussi faire des points en one-to-one pour avoir l'aspect émotionnel et peut-être plus intime avec les personnes et s'assurer que tout le monde est dans le même bateau, quoi. Ouais. On fait un système, donc par département, il y a un système de note morale qu'on donne à chaque sprint quand on fait les points bimensuels. Donc on a essayé d'utiliser ça pour voir si les gens ils mettent des fois des notes trop bas puis s'inquiéter. Mais j'ai le sentiment que pour l'instant, les leaders de département, comme ils sont, un peu les choses donc comme ils les points, on sentait un petit peu les personnes un peu down, puis automatiquement elles remontent un peu l'info. Donc on essaie vraiment de sentir un petit peu ça durant les calls hebdomadaires, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, on pensait que c'était un peu des fois troll et de faire des calls journaliers, mais c'était vital pour prendre le pouls et des fois de dire une annonce, quoi, parce que des fois, il y a des choses qui circulent. Il ne faut pas oublier de les communiquer aux bonnes personnes. Et là, comme on n'est pas en mode holacratie, on n'a pas un outil de communication clair encore. Donc, le seul moyen, c'était de faire ces calls par département et on redescendait l'info dans ces départements-là. C'est important la transparence dans l'info. C'est sûr, surtout que Direct, c'était votre nouveau business en fait créé, donc c'est important que tout le monde soit embarqué là-dessus et sache ce sur quoi, dans la direction dans laquelle vous allez. Non, c'est chouette aussi parce que tu découvres d'autres facettes des gens aussi dans ce genre de projet. C'est un projet qui a été lancé déjà en quelques jours, et pour 5 quelques secondes, est lancé en une semaine et demie. Et c'est clair, en temps normal, on l'aurait lancé en 3 mois, en 4 mois, parce on aurait voulu le faire plus propre, plus mieux. Puis là, il y avait une urgence, donc on l'a fait. Donc c'était bien de voir aussi des gens qui n'étaient pas forcément du domaine, ou qui étaient acheteurs, par exemple, Q-Wine, qui faisaient que son vin, mais là, il s'est lancé aussi là-dedans. Puis tu voyais qu'ils étaient à fond. Donc c'est aussi intéressant de voir aussi les gens, l'énergie qu'ils ont. Et tu vois d'autres caractères de gens qui sortent. Et du coup, c'était vraiment une volonté qu'on a, c'était de mélanger les départements dans ce projet, grâce un petit peu au pôle innovation qu'on a lancé avant le coronavirus, dans l'introduction à l'holacratie, de mélanger les départements, parce que nous, on travaille trop par département. C'est quelque chose qu'on avait mentionné quand on était venu à Paris. Et là, de mélanger un peu les caractères et les métiers, ça a permis, je pense, c'est ça qui a permis d'être aussi rapide dans ce projet. Parce que tout le monde, il y avait la finance qui était dedans, qui pensait à l'aspect légal, il y avait les acheteurs qui pensaient d'un point de vue préparation de l'offre, il y avait le marketing qui voyait tout l'aspect com. Donc, je pense que c'était un des succès, c'était de mélanger des gens qui sont très par département et qu'on aimerait casser dans l'holacratie. Merci. Alors juste, excusez-moi, un petit souci technique. Alex qui m'informe qu'il a perdu le visuel. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui sont comme ça ou est-ce que c'est juste côté Alex? Non, c'est tout bon. Bon. Alors on va continuer comme ça et puis Alex, je vais laisser Perrine qui est connectée sur l'Institut AIG voir avec vous. Du coup, Fabio, si jamais vous deviez faire face de nouveau à une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Une autre façon de le voir, c'est est-ce qu'il y a des enseignements que vous tirez de cette situation, de la façon dont vous l'avez gérée,
que ce soit au niveau business, collaborateur ou autre? Malgré une communication, la communication était souvent d'en haut en bas durant la crise, durant les décisions qui ont été prises, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sorties après et qu'on essaie de gérer. C'est vrai que tout le stress des collaborateurs, l'incertitude, les problématiques qu'ils ont avec les enfants, leur quotidien, c'est des choses qui ne remontaient pas d'un point de vue officiel, quoi. Il n'y avait pas vraiment un canal, il n'y avait pas vraiment. On a créé cette task force qui était très dans sa bulle, qui était très. On réfléchit un peu à voilà, je dis, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été abandonnées, tous les projets abandonnés. On a arrêté le budget, on était en train de faire le budget annuel, on l'a envoyé péter. Donc on est parti très daily, donc on fonce dessus. Puis je pense que c'est l'élément numéro un, c'est qu'on a créé un peu cette task force, etc. Mais peu de choses remontaient depuis en bas. Et c'est vrai que je pense qu'un élément important, c'est de prendre aussi des personnes qui sont dans ces départements et qui ne sont pas forcément dans la task force du moment et qui remontent aussi des infos du terrain beaucoup plus proactivement. Alors que là, on l'a pas vu tout de suite forcément la détresse de certaines ou la non-compréhension aussi de certaines choses. Donc c'est vraiment ce côté où pouvoir avoir une interaction pas seulement de haut en bas. Et souvent la crise, tu penses business, quoi. Tu penses voilà, comment on va vendre demain, comment la logistique va fonctionner, comment les teams vont fonctionner. Mais tu ne penses pas aussi à l'aspect plutôt humain et comment les gens réagissent dessous. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment travailler dans les deux sens. D'où je pense c'est des éléments qui sortent beaucoup dans la création où tu as le second lien qui remonte aussi les infos qui se passent ailleurs. Et ça, c'est des choses, je pense, qui manquaient un petit peu dans le début. Après, c'est clair, on n'espère pas qu'on aura d'autres crises comme ça, mais c'est clair que tu mets un peu en bas tout le reste, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de relancer un peu les éléments long terme, futur. Tu es encore dans ton truc quotidien, donc même si on a eu de la chance parce qu'on va bien, on est sain, on va survivre à cette crise, d'autres ont plus de difficultés. Il faut penser à l'après aussi, à revenir un peu au mode normal. Le mode normal va prendre beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il faut aussi anticiper ces scénarios-là. Puis pour le moment, on ne les a pas du tout anticipés. On est vraiment un petit peu au quotidien. Puis il faut aussi reprendre les projets, justement le projet Holacracy. Donc, c'est vrai que si par exemple, vous n'aurez pas relancé pour voir comment on le fait, on aurait dit, OK, on voit ça en juin. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre un peu les gens, de OK, oui, il y a la crise, puis après, ça va reprendre gentiment. Puis travailler aussi sur les projets moyen-long terme, puis de dire, OK, on va reprendre gentiment. Voilà, puis je pense que ça rassure aussi les gens de voir que les choses ne sont pas abandonnées. Par exemple, on faisait les reviews en ce moment, puis c'est vrai qu'on les a mis de côté, les reviews, mais elles sont importantes pour les humains, c'est les one-to-one qu'on fait avec les gens. Puis il faut leur dire, ouais, on va reprendre ça. Puis donc, je pense que la préparation de l'après est important également. Et comment on va revenir surtout dans nos locaux, comment on va mettre en place le retour, est-ce qu'on revient tous, est-ce qu'on ne revient pas tous, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper. Et c'est vrai qu'on pense très, très, très au côté, au moment, au jour le jour après le jour. Alors justement, cette anticipation, je ne connais pas exactement la situation en Suisse, vous n'êtes pas autant confinés que nous, mais comment est-ce que vous anticipez la suite et une reprise, entre guillemets, à la normale? La reprise, c'est vrai que nous, on n'a jamais été confinés, on a toujours été semi-confinés, comme ils l'appellent. Ça veut dire qu'ils nous poussent à travailler, ils nous poussent juste à tenir des distances, à ne pas éviter les rassemblements et pousser le télétravail. Et c'est clair que là, la Suisse est partie très en avant par rapport à l'Italie et la France, je pense. Donc nous, le 11 mai, il y a tout qui s'ouvre officiellement, même les restaurants assis. Il y a toujours des mesures sanitaires à tenir. Et c'est vrai que la Suisse a pris un axe très économique, ce que je comprends, parce que la crise fait beaucoup de dégâts aujourd'hui d'un point de vue aussi économique, et ça peut être plus grave à long terme. Mais c'est clair que la vague, elle va revenir. Et donc la Suisse a pris la responsabilité de dire, OK, on a comment dire, encaissé la première vague, c'est-à-dire que nos hôpitaux ont tenu le coup, on est prêt à reprendre une deuxième. Donc c'est clair qu'il va avoir le risque que la vague reprenne. Je pense que ça fait partie de leur calcul, de redémarrer tout. C'est je pense sensibiliser aux gens, de dire attention, elle reprend, mais il faut faire attention, le virus est toujours là. C'est vrai que des fois, il y a des messages où les gens disent OK, là par exemple, ils ont ouvert les jardineries lundi passé et il y avait 400 personnes qui faisaient la queue. Et 2 jours avant, on était en confinement à la maison où il ne fallait pas être plus que 5 regroupés. Ils avaient même fermé les bords du lac. Donc, c'est clair qu'il va y avoir un retour parce qu'on veut accélérer la reprise. Donc, il faut préparer les gens, déjà dire aux gens attention, le virus n'est pas parti. Donc, il faut garder ces mesures de précaution. Il faut bien sûr recréer ce lien social parce que malgré tout, le fait d'avoir été souvent au bureau et de croiser des gens, c'est important sur lien social. Donc, il faut le recréer, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut essayer de relancer un peu les projets long terme comme le classique, etc., pour que ça revienne dans un quotidien. En fait, on doit vivre avec ce virus aujourd'hui.
Donc, beaucoup de choses ont changé, il y a des normes de sécurité, etc. On doit réapprendre à vivre avec et c'est-à-dire que ça peut changer nos meetings, on ne peut plus avoir du meeting encore avec beaucoup de monde dans une salle. Donc, on doit adapter tout ça et aussi être à l'écoute de des gens qui, certains sont plutôt dans la panique, certains sont plutôt rassurés. La partie école n'est pas très claire aujourd'hui encore. Ils reprennent le 11 mai, mais ils vont séparer les classes pour éviter les groupements. Donc, il y a beaucoup d'éléments encore inconnus. J'ai le sentiment que ça peut changer de jour le jour. Donc, le but, c'est de toujours communiquer, de préparer un retour à la réalité, de rassurer les gens, puis de relancer un peu tous ces projets, de revenir un peu à l'état normal en fait de Coca, mais tout en prenant en considération que la deuxième vague peut arriver. Donc voilà, donc c'est clair, nous d'un point de vue de business, comme j'expliquais, on va bien, on va bien passer la crise pour le moment. Il y a des choses qu'on va voir aussi par derrière aussi. Il y a le projet Direct qui aujourd'hui, c'est un projet qui est sur la période du coronavirus. Donc il y a 2 millions qui ont été donnés par ces deux grosses assurances. Donc quand ces 2 millions sont épuisés, on aura donné en tout donc 6 millions de ventes en francs suisses, hein, plus 2 millions de bonus qui sont offerts par les deux gros assureurs qui nous soutiennent. C'est clair que quand le projet sera terminé, ben, on va l'arrêter, mais on pense à le continuer quand même parce qu'on se dit que ces marchands-là, ils auront besoin. La crise va durer plus longtemps, les gens ne vont pas forcément aller dans les restaurants, donc on veut aussi repiloter ce projet, le reprendre peut-être sous un autre axe. Donc on va essayer de prendre un peu cette vague et puis de continuer sur ces projets-là. Donc on va relancer un peu ces teams. C'est clair, l'holacratie, pour nous, c'est la priorité aujourd'hui parce que comme on disait, on est très à plat, mais on est 120. Donc quand tu es 120 et tu es à plat, la communication, il y a beaucoup de difficultés. Il y a ce problème par secteur, par département. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur et on sent qu'il en a besoin pour améliorer la communication, pour sortir aussi de certains leaders qui fonctionnent bien et qui ont des choses à apporter et pour grandir encore, quoi. Voilà un Donc, petit du peu. coup, le Lacratie, c'est prévu. Comment est-ce que tu envisages ça, du coup, pour la suite? Donc comme je disais au début, c'est vrai que nous, cette année, on a 5 priorités chez Coca, puis du coup, on a créé 5 pôles. Chez Coca, on a créé 5 pôles avec des objectifs communs. Et le but, c'était de dire, OK, ben, il n'y a pas que les acheteurs qui s'occupent des achats, il n'y a pas que le marketing qui s'occupe d'animer la communauté, c'était de mélanger. Donc, on a créé ces 5 pôles. Et puis, ben, dans ces pôles-là, on a rempli avec des gens qui venaient de tous les départements et par sur un système de volontariat. Donc, on a créé un peu ces pôles pour mélanger un peu les gens et surtout dire que les objectifs qu'on a chez Coca, ils ne sont pas que par les sources, mais ils sont chez tout le monde. Et ces pôles-là les portent et vont venir avec des solutions. Donc, on a commencé à tester ça pour voir un petit peu aussi. On avait besoin que les objectifs ne soient pas seulement sur nos têtes, mais sur toutes les personnes, qui soient communiqués et pris. Donc, c'est clair que pour nous, le Crassier, pour nous, est le next step aujourd'hui. Comme j'expliquais, on a un gros problème de qui fait quoi aussi. Parce que même si c'est assez clair, on est 4-5 à porter un peu beaucoup de choses. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent porter des sujets très lourds chez Coca, des sujets très intéressants. Il y a vraiment beaucoup d'axes aussi qu'on veut développer. Justement, ce projet direct, on aimerait qu'il continue. Donc, on verrait bien aussi un team qui le reprenne. Donc, on voit qu'il y a plein de sujets et qu'on ne peut pas tous les faire en même temps. Et surtout, on ne peut pas toujours les porter par les 4-5 sauces qu'on a et puis les porter en avant. Et puis après, il y a ce besoin de communication qui est très fort, de sentir aussi entre les départements comment ça fonctionne, remonter les problèmes en département. Là, par exemple, on a vu des gros problèmes chez nous, c'est les multimédias. Multimédias, c'est ceux qui font les visuels, ceux qui font tout ça. Et eux, ils avaient un job d'enfer parce qu'ils ont dû, en une semaine et demie, préparer 4000 visuels de commerçants qui voulaient être affichés chez nous. En même temps, nos acheteurs voulaient faire des offres, donc ils ont dû faire des visuels. Puis en fait, multimédia, OK, mais on ne peut plus, on est sous l'eau. Et en fait, il y avait un gros problème de communication entre les départements. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de lien entre ces pôles-là. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, on ne dit pas que l'holacratie va tout résoudre, mais va permettre de beaucoup mieux organiser, beaucoup mieux aider à communiquer entre ces pôles-là, à donner des vrais rôles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rôles qui sont implicites, mais pas explicites. Et ça, c'est vrai que quand tu arrives chez Coca aujourd'hui, quand tu es nouveau chez Coca, tu vois une super boîte très, très dynamique, mais tu as un peu de la peine à savoir qui fait quoi. Et j'ai une question pour ce sujet-là. Puis tu vois à la fin qu'il y a 6 personnes qui sont sur le même sujet. Donc c'est clair que quand tu es à 120 personnes aujourd'hui, on veut prendre cette axolocratie pour. Encore une fois, on fait votre travail vous, donc vous allez venir chez nous et sentir déjà si on est prêt à le passer, parce qu'il faut aussi préparer aussi tout le monde à voir si tout Coca est prêt à faire ce pas-là. On a déjà le pas agilité qui est très fort chez nous, donc on a une méthode agile avec une vision très à 2 semaines, donc on est très prêt à bouger les trucs. Mais on pense vraiment pour la communication entre les pôles,
pour l'évolution, pour porter les objectifs et la raison d'être de Coca, on a besoin qu'on soit davantage organisé. Merci. Est-ce que tu penses que si vous aviez mis en place Holacracy plus tôt, il y a 1 an par exemple, vous auriez mieux géré la crise? Est-ce que ça aurait eu des apports selon toi? Oui, sûrement. Sûrement, je pense que oui, parce que il y aurait des pôles peut-être. Maintenant qu'on sait qu'une crise arrive, bah, tu sais qu'il y a un pôle qui doit être prêt, qui sait que si à un moment donné il y a une crise, on doit être prêt à pouvoir changer un peu notre direction, de pouvoir travailler aussi sur la communication. C'est qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup pris par des gens qui sont très bons. On a une personne chez nous qui est très très bon en communication, qui a pris ce rôle-là d'un peu de porte-parole et de porter aussi le message direct aussi. Donc, on a beaucoup de bons profils et les gens prennent, si tu veux, par rapport à leurs compétences et par rapport à leurs souhaits. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des personnes qui le prennent parce qu'ils ont les capacités et souvent, ils ont la volonté et ils osent le prendre. Puis je pense que sur les 120 personnes, il y a beaucoup de gens aussi qui sont un peu plus discrets puis qui ont envie de prendre aussi certains rôles. Et je pense que ça aura permis aussi de pouvoir mettre plus de personnes peut-être dans cette gestion de crise qui ont des trucs à dire, qui ont des trucs à porter. Et du coup, avec une organisation holacratie où tout le monde peut sortir ses points, tout le monde peut remonter les problèmes, peut-être qu'on aurait écouté davantage de personnes durant cette crise, même si je pense qu'on était à l'écoute, mais on aurait un peu officialisé ce fonctionnement-là, en fait. Et du coup, on aurait pu peut-être remonter ces soucis de communication, de sentiments de certains collaborateurs par cette organisation holacratie où tu peux facilement remonter les problématiques que tu peux avoir dans un département et pas les garder dans son petit coin. Et certains ont aussi beaucoup d'idées qui auraient pu remonter et pas dire, OK, bah, il y a une task force, bah, elle se débrouille, elle avance, mais de pouvoir avoir vraiment ces échanges-là. Donc, je pense que oui, ça aurait permis de pouvoir peut-être créer davantage plus vite les task force en sentant un peu la vague venir et puis d'avoir d'autres personnes qui seraient venues aussi avec des inputs peut-être différents. Donc, ça permet vraiment une expression des gens qui est très libre, je pense aussi, et de pouvoir davantage utiliser aussi toutes ces compétences qu'on a à l'interne. Merci. Attends, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux Ouais. questions-réponses des participants. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette crise, c'est que le début et que probablement il y aura d'autres crises, peut-être pas du même acabit, mais voilà, d'autres petites crises et que c'est inévitable que le monde va changer. Est-ce que tu es de cet avis et est-ce que du coup vous envisagez d'aller plus loin dans la transformation de votre organisation pour vous préparer aux turbulences à venir? Bah, une grosse question, c'est le télétravail. C'est vrai que le télétravail, aujourd'hui, nous, on connaissait, les devs chez nous adorent travailler en mode télétravail. Et c'est vrai que quand on voit qu'en une semaine et demie, ils ont lancé un projet comme Direct, tu te dis, bah, laissez-le aller à la maison. Mais c'est clair que le télétravail va changer un peu les fonctionnements. Peut-être pas au point que certains disent, parce que je pense quand même qu'on va revenir. On a besoin de se revoir. En tout cas, moi, je vois le contact humain est important et des fois, voilà. Donc, je pense que le télétravail, c'est vrai que le télétravail, euh, même pour moi qui suis issu d'une formation très classique, le télétravail pour moi me faisait peur. Je le voyais beaucoup comme, à l'époque, comme le truc où voilà, les gens ils veulent s'organiser un peu leur journée pour faire leur lessive, etc. Puis en fin de compte, tu as moins de contrôle. Et c'est vrai que l'agilité qui nous a permis de travailler sur des sprints de 2 semaines nous a permis de dire, OK, bah, même si la personne, tu ne la vois pas, tu sais sur quoi elle bosse. Et c'est vrai que le Crassi, pour moi, c'est aussi un élément où tu sais les gens sur quelle mission ils sont, sur quel projet ils sont. Et même si tu ne la vois pas, tu sais qu'elle y travaille. Et c'est vrai que je pense que ça va peut-être rassurer les gens, dire, OK, ben, le télétravail peut fonctionner. C'est clair, il faut avoir confiance aux gens. Et c'est vrai que moi, j'ai été halluciné par l'investissement des gens durant cette période. C'était une crise encore, après avoir si en norme normale, etc. Mais j'ai l'impression que les gens, certains ont plus travaillé, on devrait même leur dire stop, calme-toi. On les voyait connectés à 11h, minuit, elles disaient stop, c'est bon. Et c'est vrai qu'il faut aussi contrôler ça parce qu'il y a des risques que les gens aussi peuvent s'emballer. Donc je pense qu'il y a un après. Je pense que les organisations doivent se changer. Je pense que le CRACI est un des outils, pas forcément que l'outil, mais qui permet de pouvoir mieux travailler à distance, mieux avoir confiance aux gens, mieux aussi déléguer la responsabilité sur certains pôles et certaines tâches. Et puis, tu sais, même si les personnes, tu ne les vois pas, tu sais que ça avance et ça fonctionne. Ça a été prouvé durant ces 6 semaines maintenant où les projets, la crise a été gérée et je n'ai pas le sentiment qu'on a loupé beaucoup de choses parce qu'on ne se voyait pas physiquement. Donc, je pense que la confiance va aider et surtout les outils et le fait de mieux savoir les gens sur quoi ils sont. Donc, je pense qu'il y a un après et je pense que les crises, il y en aura certainement, mais c'est clair, nous, par exemple, on construit un nouveau bâtiment. Dans 2 ans, on sera dedans. Et c'est clair que
comment travailler déjà un petit peu sur comment seraient nos futurs bureaux. Je pense que ce qui s'est passé là aujourd'hui va nous faire réfléchir sur la manière dont on va aménager, la manière dont on va structurer, la manière dont on va organiser les séances, donc les outils dont on a besoin. Je pense que ça sera un sujet qui va être mis sur la table. Il faut, je pense, il faut réfléchir à froid aussi. Il faut aussi reprendre beaucoup de feedback des gens, parce que je vois aussi que quand tu es en crise, tout va bien parce que tout le monde est à fond. Et après, quand ça retombe, bah, tu auras les feedbacks peut-être négatifs sur cette situation-là, puis il faut prendre en considération. Donc, je pense que ça sera un moment de débriefer avec les équipes et puis de dire, OK, mais comment on se prépare pour une prochaine crise ou est-ce qu'on doit complètement changer notre manière de travailler et industrialiser un peu ce télétravail, ce travail à distance. Voilà, un petit peu voilà, comme je pense, comment ça pourrait évoluer. Merci Fabio. Alors, on va passer maintenant aux questions des participants. On a une première question de Julien qui demande est-ce que Coca a déjà défini sa raison d'être selon Holacracy? On y travaille, on est challengé par l'équipe, on y travaille. C'est clair, nous, notre raison d'être, et c'est un peu ce qui a été prouvé par Direct, c'est qu'on a une communauté et on est vraiment, notre but à nous, c'est voilà, on réfléchit beaucoup au e-commerce, on sait que l'e-commerce va évoluer, on ne s'est jamais considéré comme une plateforme de vente, parce que c'est vrai qu'on commence à faire des projets associatifs, on a créé on a créé des produits avec des marques, donc on essaie d'écouter de plus en plus notre communauté, de voir ce qu'ils ont besoin et de répondre aussi à ce qu'ils souhaitent, quoi. Donc, on a une communauté et c'est notre force. On n'a pas que des acheteurs, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas clients. C'est que nous, c'est vraiment des Caucasiens. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. La semaine passée, par exemple, on a vendu un produit qui était décrié. Durant la vente, on a arrêté la vente parce que du coup, la communauté n'était pas forcément pour ce produit-là. Ils avaient raison parce qu'il y a eu des. Donc, du coup, on réagit vraiment à la communauté. Donc, c'est clair, notre raison d'être toujours à nous, c'est de pouvoir toujours être à l'écoute de cette communauté, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir toujours offrir le même service. Voilà, donc c'est vraiment l'envie de répondre aux besoins de la communauté, de pouvoir les faire interagir avec notre évolution et du coup de mettre un peu tout le monde sur ce cap-là. C'est vrai que de mettre toujours la communauté au centre de besoins, c'est que c'était toujours un truc qui nous a fait peur en grandissant. C'est qu'au début, tout le monde répondait au téléphone, même le développeur, même le logisticien. Donc tu savais en temps normal le problème du caucasien. Après, automatiquement, tu grandis, tu crées des pôles. Donc les gens coupent un peu le contact avec ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est toujours été une volonté de Pascal et de tout le monde de dire, OK, il faut toujours écouter comment réagit notre communauté, comment réagissent les gens autour de nous, et puis de toujours suivre un peu l'élément parce qu'on n'est pas un mastodonte, on n'est pas un Digitech ou Galaxy en Suisse qui sont très bien dans ce qu'ils font, mais eux, c'est vraiment du catalogue, du site e-commerce, ils veulent cartonner, ils veulent le vendre. Nous, on veut toujours rester sur ce côté communautaire et c'est ce qui nous différencie. Donc, c'est rester vraiment communautaire et puis d'évoluer par rapport aux besoins de la communauté. Mais on n'a pas encore une raison d'être précise, on y travaille beaucoup et on espère être prêt d'ici à l'été avec, avec cette raison d'être. Alors, vous y travaillez comment, du coup, sur cette raison d'être? Quel processus vous utilisez? Pour l'instant, c'est clair que on était trois à venir à Paris. On a pris aussi le fondateur Pascal, donc on se pose beaucoup ensemble. Cette année, c'était un peu déjà une année de pilote, c'est-à-dire qu'on a défini un petit peu des axes. On a 8 axes qu'on a définis, dont la partie écologique aussi, dont la partie communautaire, dont la partie aussi évolution en Suisse allemande, parce qu'aujourd'hui, même si on est très grand en Suisse, on reste très petit en Suisse allemande. On fait 70%, 75% de notre communauté, elle est ici en Romandie, alors que la Romandie représente même pas un tiers de la Suisse. Donc c'est clair qu'on est petit par rapport à ce qu'on devrait. Donc c'est clair que actuellement, pour nous, on veut se développer, mais en gardant les mêmes valeurs, en gardant le même esprit. Donc on a mis un peu toutes ces priorités d'un point de vue développement, mais pas que chiffres, mais aussi, comme on l'expliquait, sur l'aspect éthique, l'aspect écologique aussi, l'aspect innovation, parce qu'on sait qu'on ne peut pas rester un site e-commerce classique. Donc on a mis un peu ces priorités, et après on essaie de définir. Donc on a créé une petite task préparation de la classe dont on a une ou deux personnes qui sont motivées aussi à travailler sur ce sujet-là pour se challenger. Et le but après, c'est de se faire challenger par tout Coca. Et du coup, voilà comment on travaille un peu là-dessus. Merci. Une autre question, est-ce que vous avez déployé de nouveaux outils de communication, réseaux sociaux d'entreprise, exemple Beekeeper, je ne connais pas, Ouais. ou en disposez-vous déjà avant la crise? Disposiez-vous, Bon, nous, pardon, entre déjà les avant deux, la deux crise? gros outils, on travaille avec toute la série Google. Donc pour les mails, c'est Google. Pour les agendas, c'est Google. Donc c'est clair qu'automatiquement, on utilisait beaucoup Hangout et Meet.
Donc, ils sont très simples parce que dès que vous créez un rendez-vous, vous pouvez rajouter un lien et puis ça crée une conf call. Donc, c'est clair, on a beaucoup utilisé ces outils-là qui ont facilité la vie de tous les jours. Après, on a Slack également, qui est un outil de communication beaucoup par écrit. Donc, toutes les infos, on les diffuse là-dedans. Tous les pôles et la task force communiquaient via ces outils. Donc, c'est ces deux outils qu'on avait déjà en amont chez nous. Donc, c'est vrai qu'on a toujours eu ces outils-là. Après, Zoom, on l'utilise un petit peu, pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on utilise vraiment Hangout. Donc, après, voilà, je pense que pour l'aspect exposition, comme webinaire, etc., je pense que Zoom est très, 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 très bien. Et puis, mais d'un point de vue collaboratif, staff, pour nous, Hangout a été l'outil automatique qu'on a utilisé. Donc, on n'a pas créé d'outils supplémentaires. C'est vrai que Slack permet d'éviter les mails parce que tu crées des channels par rapport à des éléments, puis les gens savent retrouver automatiquement tous les news de tous les éléments sur les projets. Donc, c'est vrai que Slack a été beaucoup plus utilisé qu'au quotidien. On a essayé de l'uniformiser avec des topics qui étaient liés à la crise et sur les éléments où les gens pouvaient rebondir par exemple dessus. Par exemple, c'est vrai que nous, on a aussi beaucoup communiqué avec nos réseaux sociaux. On a beaucoup fait de contenu de ce qui se passait chez les teams. Puis du coup, on avait un Slack où c'était idée de contenu. Puis tout le monde chez Coca pouvait donner des idées, faire des vidéos et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut partager avec la communauté, de comment vit Coca la crise. Essayer aussi un peu de dédramatiser aussi, parce que c'est clair que même le confinement a apporté du bon dans beaucoup de choses, dans la création de billets, dans les idées. Donc, on a essayé d'alimenter beaucoup ça. Donc, on utilisait beaucoup Slack pour les échanges entre l'outre, comme on l'appelle. Oui, et puis j'imagine qu'avec le télétravail, voilà, ça permet aussi une communication plus transparente et plus fluide que l'email. On est obligé de mettre tout le monde en copie, copie cachée. C'est un peu le bazar. Ouais, c'est vrai que Manu utilise beaucoup ça depuis longtemps. Mm. Il y a ses défauts, parce qu'après, tu as trop de topics différents, donc il faut Oui. essayer de couper un peu pour éviter de te réveiller avec plein de trucs. Mais c'est clair, l'avantage, c'est que quand tu mets l'information dans un channel, bah, tu sais que tout le monde l'a vu ou devrait l'avoir. Donc, c'est aux personnes de chercher l'information et pas d'être sûr que la personne a bien vu le mail. Donc c'est ce côté aussi où tu mets l'info à disposition et les personnes qui sont concernées bah, la trouvent ou ils peuvent la trouver s'ils le souhaitent. Alors, on a une petite remarque de Julien qui a posé la question sur la raison d'être, qui suggère de ne pas oublier la communauté, et de demander aux Caucasiens et Caucasiennes quelle devrait être votre raison d'être. C'est pas une Très bon question, mais Très bon point, très bon point. Franchement, ça déjà, c'est un non, très bon point. C'est clair, c'est clair. On essaie d'écouter au quotidien. On écoute beaucoup pour la sélection, on écoute beaucoup aussi pour les mœurs changent aussi. C'est clair. On a vu aussi une grosse évolution sur le local. Par exemple, nous, on a pu aider deux, trois maraîchers qui avaient des légumes et qui ne pouvaient plus les distribuer dans les restaurants. On a pu les proposer. Puis on sent qu'il y a un attrait dans ce secteur-là, mais il faut le faire correctement. Donc, par leur réaction chez nous, on voit aussi leur élément. Mais c'est clair que nous, on aime bien faire tester aussi nos nouveaux outils. En direct, on n'a pas pu le faire tester parce que pour des questions de temps. Et c'est vrai que dans nos développements de produits, on aime bien faire tester nos nouveautés à la communauté. On organise des sessions, des workshops aussi, bien sûr sur un petit panel, mais on aime bien travailler avec eux, puisqu'il a 100% raison que c'est un élément important. et pour la petite anecdote, Julien, de notre côté, nous, on définit la raison d'être comme étant vraiment l'essence de l'entreprise. Et une question à se poser qui peut être intéressante, c'est si demain l'organisation s'arrête, le monde perd quoi? Et donc, on avait envoyé un email comme ça à notre communauté il y a assez longtemps, quelques années, quand on était au début à identifier notre raison d'être, et on leur a demandé si on s'arrête demain, qu'est-ce qu'on vous fait perdre en fait? Et c'était une façon assez intéressante d'avoir un retour en fait pour éviter d'avoir les projections des associés sur l'entreprise, mais d'avoir le vrai retour de la réalité de ce qu'on apporte au monde. Donc c'était plutôt chouette. Et on avait fait la même chose avec notre logo. C'est nos clients qui avaient choisi le logo à notre place parce que nous, on était trop. D'ailleurs, c'est celui-ci. On était trop attachés émotionnellement au logo et en fait, la vision qu'on avait, on se mettait des Ouais. filtres liés à notre attachement à l'entreprise. Donc, alors que les clients et la communauté sont beaucoup plus neutres par rapport à ça. Je suis 100% d'accord. Ouais. On essaie beaucoup de faire ça parce que des fois, dans des fonctionnalités, on pense qu'on voit juste, on pense que les gens veulent ça. Et c'est vrai qu'on a fait souvent des sondages sur des fonctionnalités qu'on a lancé deux, trois projets. Et du coup, tu vois que le feedback, des fois, il est à l'opposé de ce que tu penses parce que tu es trop baigné dans ton quotidien. Et tu es sûr de comprendre ce que les gens y pensent. Et non, en fait, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. On le fait aussi beaucoup, on fait beaucoup de création de produits. Et des fois, bah, même on a fait des stylos Carandache avec la fameuse marque Carandache. On a fait valider les designs qu'on devait vendre par la communauté pour voir lesquels ils souhaitaient.
Donc, c'est quelque chose qu'on a de la chance parce qu'on a une communauté qui est vraiment active, qui participe. On a vraiment des taux de réponse top et c'est chouette, quoi, parce que du coup, ils s'engagent, quoi. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable pour nous. C'est qu'on a une chance d'avoir une communauté qui nous voit vraiment comme des gens derrière et pas juste une boîte, etc. Donc, c'est la raison d'être passera beaucoup par l'humain, qui soit interne et externe. Et encore une fois, on n'a pas de technologie, on n'a pas de logiciel, on n'a pas de licence. Notre force, c'est nos experts à nous qui choisissent les produits, c'est la manière dont on les présente, la manière dont on communique, la manière dont on évolue. Donc, c'est complètement lié aux gens. Donc, on se réjouit de travailler là-dessus, quoi. Super. J'ai une question. Vous avez donc choisi de partir en holacratie. Est-ce que vous aviez exploré d'autres systèmes? Comment vous êtes venu à holacratie et à choisir cet outil? Encore une fois, on l'a pas complètement encore validé, hein, comme tu sais, on va tester un peu notre team. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que l'holacratie, sur le papier, nous faisait peur parce que c'est très carré, même si ça paraît très libre des fois dans des rumeurs, etc., ou dans des fausses opinions. Et c'est que nous, Coca, on a toujours eu notre manière d'être. Donc, c'est clair que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous allons créer un peu notre cocacratie. C'est clair qu'on va un peu l'évoluer et tout. Mais c'est clair qu'on réalise que plus tu es structuré d'un point de vue fonctionnement, plus tu es libre après de pouvoir développer des choses et de pouvoir donner la liberté aux gens de pouvoir créer des choses, même beaucoup plus loin que toi en tant que dirigeant avec ta petite tête, tu penses savoir. Et c'est là où moi, ça m'a beaucoup séduit, c'est vraiment de dire, OK, ben, il y a beaucoup de choses chez nous qui ont besoin d'être structurées, qui ont besoin d'être clarifiées, d'être beaucoup plus clair avec les rôles et avec comment remonter les problèmes, comment faire évoluer. Parce que souvent, tu penses à une organisation, puis après, tu ne la bouges pas. Alors qu'aujourd'hui, on voit le coronavirus a complètement revu les organisations. Et notre organisation durant le coronavirus n'a rien à voir avec l'organisation, je dirais, qu'on a physique. Parce que les deux se sont créés un petit peu d'une manière naturelle et pas d'une manière fonctionnelle, etc. Mais tu sens que l'organisation doit être prête de pouvoir toujours bouger, de pouvoir toujours faire évoluer certains trucs, mais de pouvoir aussi les laisser une liberté. Et j'ai le sentiment que l'holacratie est une solution qui permet de pouvoir laisser une liberté. Après, si d'autres éléments, non, on ne voit pas beaucoup d'autres. C'est clair que voilà, c'est vrai que souvent tu dis il y a la pyramide, puis il y a l'holacratie, puis il y a plein d'entre-deux. Donc nous aujourd'hui, c'est clair qu'on se retrouve beaucoup dans ce côté holacratie parce qu'on est déjà très agile, très ouvert. Tout le monde a le droit de parler. Je ne pense pas que c'est très difficile pour nous de prendre cet axe-là, mais c'est clair que peut-être à un moment donné, bah, comme on aime bien avoir notre jargon à nous, on a toujours notre jargon. À un moment donné, on modifiera certains éléments qui nous représentent plus. Et c'est clair que c'est une base que je pense qu'on va prendre et après à voir comment chez nous ça va être intégré et comment les gens vont l'interpréter. Donc non, j'ai pas le sentiment qu'on a beaucoup plus d'organisation, mais on sent qu'on a besoin de clarification de l'organisation de quoi qu'il arrive, quoi. Oui, là-dessus, je tiens à préciser, parce qu'on en discutait avec Ludovic, notamment la Constitution, une fois signée, permet d'adapter la Constitution en elle-même en utilisant les processus de gouvernance. Donc, c'est sûr qu'après, chaque organisation adapte en fonction de ses spécificités et de son mode de fonctionnement, en fait. Complètement, ouais. Et sur la rigidité, ça me fait penser à une citation d'un dirigeant qu'on avait accompagné à La Réunion. Peut-être qu'après le confinement, si on peut revoyager, j'aimerais bien y retourner, et qui dit: c'est le cadre le plus rigide que je connaisse et je ne me suis jamais sentie aussi libre. Donc c'est effectivement ce Ouais, paradoxe c'est un de petit peu, liberté dans le cadre. j'avais bien ma semaine à Paris. Après, regarde, on était venu aussi avec beaucoup de. Nous, on n'aime pas tellement Si les gens connaissent un petit peu Pascal, on n'aime pas du tout les cadres. Et c'est ça qui nous a c'est ça qui nous a permis, voilà, par exemple, le direct, on a décidé de le faire. Et c'est clair que si peut-être on était structuré de manière très carrée, peut-être bah, on l'aurait pas mis parce qu'on aurait vu trop de risques derrière. Alors que les risques, on les a vus après. Les problèmes, on les a vus après et pas au moment de la décision. Donc c'est quelque chose qu'on veut absolument garder, cette flexibilité, d'être ouvert aux opportunités. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que les forces, c'est vrai que c'est l'apogée des acheteurs chez nous qui ont un planning sur 2 semaines avec des produits. Le jour au lendemain, on l'a biffé, puis on a retravaillé sur des produits qui faisaient sens. On répondait aux marques qui avaient un besoin. Et ça, c'est une force que quand j'étais très surpris de voir autant d'agilité, de flexibilité des gens. Et c'est là que je me dis qu'en mettant davantage de cadres, bah, certaines personnes vont davantage encore pouvoir créer des choses. Et là, je disais, on a créé ces pôles, hein, ces fameux pôles avec ces objectifs. Et volontairement, nous, les sources, on ne s'est pas mis dedans en termes de coordinateur. Donc, on a laissé aussi les gens pouvoir prendre le truc. Et c'est vrai qu'on est très surpris par l'investissement des gens. Et ça fait du bien.
Et c'est vrai que voilà, même si je sais très bien qu'on a plein de leaders chez nous, ben, ça a permis de dire, OK, ben, certaines personnes qui ont envie de prendre ce rôle de coordinateur, ils ont pris ces KPI-là, ces 8 pôles, ces 8 thématiques qu'on a envie de souligner, et ils les ont pris à cœur. Et c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on s'en relâché parce qu'on se dit, OK, il y a d'autres personnes qui ont les capacités, mais ça on le savait aussi, mais qui sont prêts aussi et motivés à le prendre. Et je pense que la Crassi peut aussi soulager beaucoup de dirigeants, dire, OK, ben, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous qui portons. C'est utopique de penser qu'il n'y a que nous qui portons. Il y a toute une identité qui vit, hein, et qui, comme tu disais, ils vivent pas parce que c'est meilleur, mais vraiment parce qu'ils y croient, ils ont envie d'y croire et ils ont envie de monter. Donc, en tout cas, en testant un peu ces pôles-là qu'on a fait dernièrement, en laissant un peu des gens prendre un peu, s'ils le souhaitaient, ce rôle-là, ils le prennent à cœur de coordinateur et de dire, OK, on a envie de pousser ce pôle-là, on a envie de pousser cette thématique écologique, donc je prends à cœur ce travail-là et je travaille dessus. Et du coup, tu te sens libéré parce que tu as le sentiment de pouvoir pas devoir tout prendre, tous ces sujets-là, comme une responsabilité. Et du coup, c'est là où je pense qu'on est assez prêt pour avancer un peu sur un fonctionnement beaucoup plus ouvert et beaucoup plus classique. On n'a plus qu'à attendre qu'on puisse venir vous voir directement. Pour manger une fondue, hein. Ah Justement, oui, mais j'ai entendu Ludovic là, que tu as eu avant, il se fait une fondue ce soir. Je suis jaloux parce que moi, j'en ai pas chez moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas forcément très chaud, il pleut beaucoup. C'est un temps à fondue. Donc, tous ceux qui ont une bonne envie de fromage. ah. Est-ce que c'est une autre question? Est-ce que vous avez déjà testé la réunion de gouvernance en réel? Question. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des reviews comme on le fait par l'agilité, mais pas du tout en gouvernance. Donc, non, pas du tout. Moi, je l'ai pu le tester dans la formation, mais nous n'avons pas pu du tout le faire, quoi. Oui, peut-être tu peux préciser que on interviendra à partir d'un certain moment. Vous n'avez pas encore pris la décision, hein, de la CRACI. Il faut d'abord intégrer toutes les loutres dans le processus de décision. Je trouve très sain d'un point de vue mise en place. Super, on arrive à la fin de l'heure. On va se laisser un petit peu de temps de clôture. Pour la série de webinaires qui continue toujours jusqu'au 7 mai, vous pouvez nous rejoindre lundi, puisque demain c'est férié en France. Donc à 14h, on aura Stéphane Archy, qui est dirigeant de la société belge Netica IT Services. Et à 16h, on aura Michel Bindoc, qui est leader du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Donc on voyage un peu malgré ce confinement. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le LACRACI management constitutionnel, on donne des formations en ligne ou en présentiel dès qu'on pourra. Et puis, on accompagne aussi les entreprises. Donc, vous avez le détail dans l'email, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Pour terminer, du coup, Fabio, je te propose un petit tour de clôture. Voilà, Ouais, bah, tu merci as le beaucoup, c'est temps. très étrange. Ouais. Je suis pas forcément fan des conférences. Moi, j'en fais parce qu'on fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup des petits comités. J'aime bien les interactions, les échanges, de voir aussi la tête des gens. Parce que tu sais si tu dis des bêtises ou si c'est intéressant ou pas. Donc, c'est clair que c'est pas évident. C'est encore un call de plus ou un call de plus. Mais en tout cas, merci de m'avoir proposé ou de nous avoir invités avec Oka. C'était chouette de pouvoir partager. Et voilà, et pour tous ceux qui ont une société, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que l'après-crise va se passer bien également, et puis que ce soit en France, en Suisse. Et pour ceux que je connais ou que je ne connais pas, ben voilà, n'hésitez pas à venir nous visiter, on est à Lausanne. Et on est toujours ouvert à vous écouter et à partager des moments avec vous. Donc encore merci Margot pour l'invitation. Merci ça m'a permis aussi de pouvoir prendre un peu du recul sur ces semaines qui se sont passées automatiquement. C'est ça. Je pense à côté dedans, comme je disais au début, on est un peu sorti du truc. Donc moi, je sens un peu l'après-coup. Parce qu'on était à fond, c'est que le confinement, je l'ai vu, mais pas vraiment, parce qu'on a bossé beaucoup. Et voilà, on a cette chance-là de pouvoir continuer, même si on a dû ajuster les choses. Donc c'est clair, on l'a vécu différemment. Mais c'est clair, là, on a un petit peu le contre-coup de dire, OK, ça a l'air de fonctionner, la reprise va reprendre. Donc voilà, on se réjouit malgré tout de retourner dans nos bureaux et puis de reprendre un peu une vie presque normale. Merci Fabio pour ton témoignage, c'était cool de t'avoir. Merci aux participants pour vos questions. Et puis je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end pour ceux qui sont en week-end ce soir. Merci. Merci à tous et puis bonne suite. Merci Margot. À bientôt. Merci à l'équipe aussi.